Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être présents aussi nombreux à ce nouveau webinaire que vous propose le groupe Sœurman sur un sujet, là encore malheureusement largement d'actualité qui est celui du Covid, hein. On va finir par y arriver face à cette cochonnerie qui dure quand même depuis 2 ans. Je vais vous partager mon écran pour la partie présentation, pour vous afficher le diaporama, si ça va bien. Voilà. Comme ceci, vous inquiétez pas si l'image est un petit peu floue. Voilà, ça arrive. Voilà, si. Donc je vous ai pas précisé, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en haut à droite de votre écran, directement. J'y répondrai, j'en prendrai quelques-unes pour tenter d'y répondre, à la fin de l'événement. Donc comme je vous disais, la lutte contre le Covid n'est pas encore fini, malheureusement. Et on va essayer de voir ensemble les différentes solutions qu'au moins le groupe Soermann peut vous proposer, peut mettre à votre disposition pour mesurer en fait justement les différents paramètres afin de lutter contre ce virus. Donc au niveau du sommaire, on verra déjà en fait tout ce qui est mode en fait de transmission, les circonstances également que pour contaminer, enfin qui font qu'on se fait contaminer par le Covid, l'importance du CO2, l'importance de la ventilation pardon, et puis l'importance de la filtration. Pour démarrer, pour se présenter brièvement, donc le groupe Sœurman, nous sommes un groupe international, mais surtout fabricant français d'appareils de mesure. Le siège social est basé en Dordogne, à Monpont-Ménestérol, et on est grosso modo 280 employés en France. Donc le groupe a 45 ans cette année. Pourquoi appareil de mesure et pourquoi savoir mesurer et pourquoi à Montpont? Parce que le groupe Sœurman a fait l'acquisition de la société Kimo, bien connue dans le domaine de l'instrumentation en 2015. Donc tout ça en fait se sont rapprochés avec l'activité en fait de base de Sœurman. Tout ça pour vous dire que l'on conçoit, qu'on fabrique, qu'on répare, qu'on étalonne, même tout type d'appareil dans différents domaines. On a 1500 mètres carrés de laboratoire rattaché Cofrac, et on est même nous-mêmes de Cofrac dans 2 paramètres super importants, notamment pour la qualité d'air, celui de la température et de l'humidité. Au niveau de notre offre, au moins pour la partie instrument, on va proposer des appareils soit portables, des appareils également à poste fixe, donc des petits appareils qu'on laisse à demeure, des petits enregistreurs également, dans différents domaines, comme celui de la qualité d'air, de la température, de la vitesse, de l'humidité, du débit, de la pression et puis de la combustion. Au niveau de notre organisation, donc on est séparés pour la partie commerciale en 3 grandes régions. Si jamais vous avez des questions commerciales, n'hésitez pas à contacter ces différents numéros. Sinon, vous pouvez joindre directement notre siège sur le 05 53 80 85 00 aux heures d'ouverture de 8h30 à 17h30 tous les jours, sauf le vendredi à 17h. Voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc le Covid, importance et transmission. Donc ouais, juste, en préambule, je vous ai sorti un petit peu les chiffres que j'ai simplement tapés hier sur Google, hein. Je marquais chiffres Covid, et vous voyez que malheureusement, au niveau de cette infection, on est toujours, sur un nombre de cas qui est très, très élevé, un nombre de décès très élevé, que ce soit dans le monde ou en France. Donc ça fait un petit peu froid dans le dos, hein. On va atteindre malheureusement, j'ai bien peur, en fait, les 6 millions de cas en France. On a déjà 111 000 décès à la date d'hier, 184 millions de cas dans le monde entier et jusqu'à 4 millions de décès, quoi. Voilà. Donc je suis moi-même pas médecin, hein, voilà, je suis pas médecin. Néanmoins, il y aura beaucoup de documents qui vont se baser, au moins au niveau de transmission, et cetera, sur les, recommandations du Haut Conseil de santé publique, le HCSP, que je recite en fait plusieurs fois dans la présentation. Donc 3 modes principaux, de transmission. Alors tout d'abord en fait par courte distance. Donc l'infection par le coronavirus est principalement transmise selon 3 modes. Le premier, c'est celui que les gens connaissent le plus, c'est à courte distance. Donc une transmission directe par un contact étroit lié à l'exposition, alors à ce qu'appelle en fait, à ce qu'on appelle un aérosol en fait, constitué de gouttelettes de tailles diverses. Alors pourquoi aérosol? Pourquoi ce terme? Parce qu'on aspire de l'air, hein, et on recrache également de l'air. Cet air en fait comporte des particules d'humidité qui transportent justement le virus, quoi, un petit peu comme les nuages en fait restent en suspension en fait dans l'air. Voilà, il y a de l'humidité dedans. Nous, c'est pareil, quand on respire, il y a de l'humidité. Donc à courte distance, on peut être directement exposé directement à un aérosol de gouttelettes de tailles diverses, expirées ou expectorées, donc c'est-à-dire quand on éternue notamment, par une personne infectée et contenant le virus. La transmission peut se faire également ce qu'on appelle aéroportée, enfin ce que le Haut Conseil de santé publique appelle aéroportée, c'est-à-dire cette fois-ci à plus longue distance, par exposition à un aérosol contenant également des gouttelettes qui contiennent elles-mêmes le virus une nouvelle fois, qui sont assez fines pour rester en suspension.
comme les nuages, qui était un très bon exemple, qui restent en suspension dans l'air. Donc là, les gouttelettes sont suffisamment fines pour rester en suspension pendant un certain temps, pendant un temps beaucoup plus long, ce qui veut dire que parfois on peut se faire contaminer même si la source, en fait, même si la personne porteur, on va dire, de l'infection n'est plus présente en fait dans la pièce. Plus rarement, on peut également attraper en fait cette cochonnerie par contact direct, par contact cutané ou avec une surface qui comprend en fait qui contient en fait le virus directement. Donc soit par contact direct avec la peau, soit sur les objets en fait que la personne en fait aurait touché. Au niveau des risques, évidemment, quand on dit contact direct, ça se fait beaucoup en fait en espace clos. Voilà, la transmission aéroportée du virus se fait généralement dans des espaces clos où des personnes sont exposées directement à une personne infectée, voilà, ou bien après le départ de celle-ci. Donc, qui dit espace clos dit confinement. On y reviendra juste après avec notamment le CO2. La transmission peut se faire aussi par, on l'a vu juste avant, suite à une exposition à des aérosols pouvant générer par le simple fait de parler ou par un effort respiratoire, par exemple en criant, en chantant, en toussant, en fumant ou au cours d'un exercice physique. Ou par exemple, quand je dis en parlant, on postillonne en fait tout simplement, donc on peut se faire contaminer comme ça. Donc, d'où l'importance de porter un masque en présence en fait d'autres personnes. Donc tout ça augmente la concentration de particules virales présentes dans l'air. Le virus se propage aussi facilement lorsque la ventilation ou le traitement d'air dans un bâtiment n'est pas adéquat. Donc, si l'air n'est pas renouvelé correctement, eh bien, on s'expose encore une fois à une accumulation de particules virales en suspension dans l'air. On verra qu'il existe des solutions pour justement contrôler ces débits, contrôler ce qu'on appelle le taux de renouvellement d'air pour s'assurer justement que l'air est renouvelé suffisamment dans une pièce, dans un bâtiment, de manière à évacuer tous les polluants de l'atmosphère. Donc là, on parle beaucoup en fait du virus, mais c'est également valable pour d'autres polluants. Et la transmission, voilà, peut se faire aussi, alors, à une proximité, enfin, dû à une proximité sans les mesures barrières et aussi à une extérieure, voilà, lors de fortes densités de personnes. Donc, par exemple, là, je suis basé à Lille aujourd'hui pour ce petit webinaire. Je revois encore en fait les images où les Lillois ont fêté la victoire de leur équipe du LOSC en fait en championnat de France. C'était pas forcément génial au niveau des gestes barrières et malheureusement, même en extérieur, ce virus en fait peut se transmettre. Donc selon le HCSP, donc là c'est un graphique qui est directement sorti de leur dernier avis voilà, du mois d'avril 2021, une distanciation physique d'au moins 2 mètres et le port du masque sont des indispensables pour limiter fortement le passage du virus d'une personne infectée à une autre via l'air ou les gouttelettes, ces fameuses gouttelettes. Alors attention quand même, car dans une pièce ou dans un bâtiment, il existe toujours des mouvements d'air qui peuvent emporter tout ce qui est aéroporté. Ça peut se faire, par exemple, sur des distances, de plus de 2 mètres. On peut l'observer avec la fumée de cigarette, par exemple. Si dans un bâtiment, je suis au 2e étage, quelqu'un fume au 1er, parfois pardon, ça a sauté. Parfois, en fait, il arrive qu'on sent justement, en fait, cette petite odeur de cigarette. En fait, c'est quoi? C'est l'air, ce mouvement d'air, en fait, qui vient transporter l'odeur jusqu'à vous et ça pourrait éventuellement contenir, en fait, certaines particules fines, comme notamment, en fait, des virus qui pourraient être transportés directement. Donc la distanciation physique seule est donc insuffisante, entre guillemets, notamment dans un bâtiment pour se protéger de la contamination à l'intérieur. On doit porter le masque, voilà, et surtout bien ajuster, bien maîtriser l'aération et la ventilation des locaux en fonction des besoins de chaque pièce. Justement, l'importance du CO2. Qui dit besoin de chaque pièce, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un paramètre très très important au niveau de la qualité d'air, c'est le confinement de l'air. Donc, dans un environnement clos, il est difficile, voire même impossible de mesurer la concentration en particules virales dans l'air. Il n'y a pas d'appareil qui directement vont dire, tiens, ici, hop, il y a autant de particules du coronavirus. Non, ça n'existe pas. En revanche, pour le devenir en fait des particules aéroportées, eh bien, ça suit globalement la même dispersion dans l'air que les gaz que nous expirons et dont on sait mesurer par contre plus facilement et surtout avec plus de précision la concentration dans l'air. C'est notamment le cas du CO2. Dans l'air extérieur, on va trouver une concentration comprise entre 350 et 450 ppm de CO2, hein, ce qui équivaut à 0,04% comme indiqué en fait en haut sur la diapo. Par contre, l'air qu'on respire, voilà, quand on rejette à l'extérieur, quand on l'expire, contient lui 4% de CO2, c'est-à-dire 40 000 ppm. 40 000 ppm. Donc, les recommandations du HCSP préconisent au commerce et aux autres ERP de mettre en œuvre des actions d'aération et d'assurer le bon fonctionnement de la ventilation lorsque la concentration dépasse 800 ppm en CO2.
Et cette valeur concerne une situation pour laquelle les personnes présentes portent toutes un masque. Alors pourquoi 800 ppm avec un masque? Parce qu'on considère que les performances intellectuelles baissent à partir de 1000 ppm de CO2. Et là, je vous renvoie au webinaire qu'on a déjà fait en début d'année concernant la qualité d'air intérieur, où on parle beaucoup justement du CO2 et de l'influence du CO2 en fait sur le comportement des gens en fait en intérieur. Par exemple, ici, je vous ai sorti un petit graphique qui a été fait grâce à un de nos appareils, qui est un petit enregistreur que je vais vous montrer en fait à l'écran, voilà, qui est celui-ci, exactement. Donc ce petit enregistreur, hein, m'a permis en fait d'enregistrer sur, plusieurs mois directement le taux de CO2, le taux de la valeur de température, d'humidité et de pression atmosphérique dans un bâtiment. En l'occurrence, je l'ai fait chez nous en fait à Montbon. Donc chez nous en Dordogne, il y a des petits appareils, des petits enregistreurs qui sont planqués un petit peu partout et j'ai extrait simplement un graphique, fin mai, voilà sur au niveau du CO2. Là, je me suis intéressé uniquement au CO2, la courbe qui est ici. Donc ce qu'on remarque avec le CO2, c'est tout de suite on observe différents pics. Alors pourquoi ces pics? Si on regarde bien, si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, ça représente quoi? Ça représente les semaines de travail. On voit bien un taux de CO2 ici qui est au niveau de l'échelle qui est sur la gauche. Ce taux de CO2, le week-end, chute fortement pour atteindre, on va dire, en moyenne 450 ppm, 400, allez 400, entre 430 et 488 ppm, ce qui se correspond au taux de CO2 contenu dans l'air de manière normale en extérieur. Donc on voit bien qu'en intérieur, les jours travaillés, on a un pic en fait de CO2 qui arrive. Voilà, on voit bien, on observe un pic. Chaque jour, il y a un pic de CO2. Ici, on voit un petit trou sur cette semaine-là, au mois de mai. On est au mois de mai, c'est jeudi de l'Ascension, tout simplement, où on n'a pas travaillé. Alors, si je veux m'intéresser à une journée en particulier, je vais prendre celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est là où on observe en fait le pic le plus important en termes de CO2. Donc, si je fais un petit zoom dessus, on arrive sur cette courbe, donc prise en fait le 18 mai en fait 2021. Ce qui est assez rigolo, enfin rigolo entre guillemets, c'est qu'à 8h14 du matin, heure d'embauche on va dire des gens, on voit le CO2 qui monte, qui suit une courbe qui monte assez rapidement pour atteindre son paroxysme à 10h27 en fait du matin. Alors pourquoi après il y a une petite chute? Peut-être que là, à partir de 10h30, les gens commencent à se lever pour aller, je sais pas moi, faire une petite pause cigarette, sa petite pause pipi, et cetera. Les portes s'ouvrent, se ferment, et cetera. Donc on observe en fait une stagnation en fait du taux de CO2, une petite variation. Arrive la pause déjeuner à midi, le CO2 chute, forcément les gens quittent le bureau, certaines personnes restent là. Retour du déjeuner, le taux de CO2 remonte. Fin de journée, on voit directement ici le dernier pic à partir de 17h où tout le monde est prêt en fait à éteindre son ordinateur et hop, une chute très nette du taux de CO2. Le taux de CO2, c'est vraiment représentatif de l'activité humaine en fait sur une journée. C'est vraiment représentatif de ce qu'on peut appeler le confinement de l'air. D'ailleurs, aujourd'hui, dans certains ERP, il est demandé de pouvoir déterminer le fameux indice de confinement. Voilà, qui est un indice en fait qui s'appelle icône, qui va de 1 à 5 pour déterminer le confinement en fait d'une pièce. Et tout ça, ça se fait grâce à des enregistreurs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors chez nous, on a 2 modèles en fait pour ça. On a soit les modèles typiques, ce qu'on appelle nous les keystocks, qui sont des petits enregistreurs qui fonctionnent à pile, qui ressemblent en tout et pour tout en fait à ce petit boîtier-là, mis à part qu'ils ont des petits onglets rouges. Donc ça fonctionne à pile, ça s'installe assez facilement, le boîtier est aimanté, ça peut s'installer sur un petit support mural quelque part. Ça, ça affiche les données directement. Vous avez une petite alarme, une petite LED rouge en fait qui s'allume en cas de dysfonctionnement. Et surtout, avec le logiciel, vous allez pouvoir le paramétrer comme vous le souhaitez à votre guise. Et surtout, il permet de calculer directement l'indice de confinement. Son grand frère, celui que j'ai utilisé dans l'exemple que je vous ai montré, est issu en fait de notre gamme qui s'appelle en fait les TrackLog, qui sont des appareils qui sont capables d'enregistrer, mais surtout sur lesquels vous allez pouvoir consulter les données à distance grâce à une application mobile qui est dédiée. Donc avec un téléphone, avec un smartphone, en fait une tablette ou un PC, de n'importe où dans le monde, on est capable de consulter les données et surtout d'être alerté par mail ou par SMS de tout dysfonctionnement en fait dans une pièce.
Alors oui, petite note, je voulais pas préciser, mais ces 2 appareils sont bien évidemment, comme tous les appareils d'ailleurs Kimo, sont conformes à la réglementation, conformes aux exigences de l'article 8 du décret 2015 concernant la surveillance de la qualité d'air intérieur dans les ERP. Parce que je vous rappelle que pour cette surveillance-là, les capteurs doivent avoir certaines spécificités. Les appareils, heu, les appareils également, donc les appareils Sörmann, fabriqués en français, répondent évidemment en fait à ce que demande la réglementation. Alors, petite question, petite précision également. On me demande souvent par rapport au positionnement, qu'est-ce qui est après, enfin, c'est quoi le mieux pour positionner un appareil de mesure de ce type dans une pièce? Alors, pour leur positionnement, dans une salle, on peut préconiser de les placer le détecteur de CO2 entre, on va dire, 1 et 2 mètres de hauteur, ce qui correspond à la hauteur de la couche d'air que nous respirons. Voilà, pour mesurer une valeur représentative, ces appareils en fait doivent être placés loin des fenêtres, loin des portes et loin des entrées et des sorties d'air. Voilà. Et bien sûr, il ne doit pas être mis à proximité immédiate de la bouche d'une personne. Évidemment, encore une fois, on recrache jusqu'à 40 000 ppm de CO2, ce qui influencerait nettement les mesures. Autre appareil pour simplement faire des analyses, on va dire, ponctuelles, si jamais on n'a pas le besoin d'équiper toutes nos salles, etc., d'appareils de détecteurs en fait, de CO2, d'enregistreurs de CO2. On peut avoir des appareils de ce type, donc des appareils soit dédiés qualité d'air intérieur, soit uniquement pour le CO2, pour se déplacer dans une pièce et faire une mesure ponctuelle, ou soit carrément, si on veut aller plus loin, on peut équiper directement nos salles de capteurs qui peuvent, au-delà d'afficher et de s'allumer en cas de problème, peuvent également sonner pour nous prévenir en fait qu'il faut faire une action immédiate par rapport, heu, par rapport au confinement de l'air. Voilà. L'importance de de la ventilation, je vais y arriver. Donc les débits d'air. Alors, on sait mesurer maintenant le CO2, voilà, et estimer ce qu'on appelle le confinement de l'air. Mais comment fait-on pour lutter contre justement ce confinement? Parce que dire qu'on est confiné, c'est déjà bien, donc il y a une solution toute simple, c'est effectivement d'ouvrir les fenêtres, faire des courants d'air et cetera. Mais c'est pas viable en fait en termes d'économie d'énergie tout le temps, et cetera. C'est une solution vraiment à court terme qui est très efficace, hein, mais vraiment à court terme et pas forcément viable à longueur de journée. On va pas passer notre temps à ouvrir et fermer en fait les fenêtres. Alors, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi maîtriser, on va dire, les systèmes de ventilation. Et ça commence par le débit d'air. La quantité d'air qui est soufflée dans nos bureaux n'est pas déterminée au hasard. Voilà, elle est déterminée par rapport à plein de choses, par rapport au nombre de personnes, enfin, on le verra juste après. Mais comment ça se passe? Eh bien, il y a de l'air frais est aspiré de l'extérieur. Cet air passe par une centrale de traitement d'air, ce qu'on appelle une CTA, comprenant des filtres pour retenir certaines particules venant de l'extérieur. Cet air est envoyé et soufflé dans le réseau aérolique et distribué dans les salles via les diffuseurs. L'air pollué est repris pour être, selon le cas, recyclé, traité ou simplement rejeté à l'extérieur. Voilà, le débit diffusé dans une pièce est déterminé en fonction du volume, de la pression que l'on souhaite maintenir dans une salle. Donc, je prends l'exemple d'une salle d'opération ou d'une salle blanche, par exemple. Hein. Mais bien sûr, ça dépend, comme je vous disais, surtout de l'occupation, donc forcément du taux de CO2 qui peut potentiellement être présent. Mais aussi, ça dépend de la température et de l'humidité. En l'absence d'éléments toxiques comme des poussières ou des composés chimiques et sous réserve du respect d'autres réglementations, le débit d'air minimum en fait est prévu par la réglementation sanitaire départementale ou le code du travail, comme l'indique ce tableau. Donc pour un local donne le débit d'air en fait de ventilation fixe, le nombre de personnes maximales autorisées. Donc par exemple dans les bureaux en open space, ventilé mécaniquement avec un débit d'air connu de 500 mètres cubes heure, par exemple, on pourra accueillir un maximum de 20 personnes. A contrario, pour une salle de réunion disposant de 300 mètres cubes heure, on pourra accueillir 10 personnes. Voilà, 10 fois 30, 300 mètres cubes heure. Donc, si j'ai 300 mètres cubes heure de disponible, voilà, le code du travail dit que je peux accueillir que 10 personnes maximum dans une salle de réunion. Voilà, autre exemple de valeur que je vous ai rajouté pour tout ce qui est enseignement et commerce, où on retrouve donc les locaux d'enseignement, les salles de cours, les salles maternelles, les administrations notamment. Voilà. Donc au niveau de l'équilibrage, parce que le débit d'air, bon, qui est soufflé, ouais, OK, mais comment est-il soufflé en fait dans nos pièces? Alors, les besoins en débit, d'une salle étant différents l'une à l'autre, du fait de la taille de la pièce, des équipements, voire de ce que l'on y fait, hein, on ajuste les débits soufflés dans chacune des zones. Donc, on ajuste les zones les unes par rapport aux autres, donc les pièces, les bureaux les uns par rapport aux autres, mais également dans des grandes salles, dans des grandes pièces, dans des open space, on va ajuster les débits en fonction des diffuseurs que l'on a à notre disposition. C'est possible de les régler directement, soit via des registres, soit directement sur les diffuseurs, en fonction du type en fait de diffuseur que l'on possède.
Donc les besoins débit en fait sont différents. Donc dans les pièces, on va faire en sorte d'ajuster la circulation de l'air en fonction des besoins de cette zone-là, en jouant directement sur les diffuseurs ou ce qu'on appelle les registres. Voilà, on parle d'équilibrage de réseau. Dans cet exemple, on souffle dans le réseau un débit Q, voilà, que j'ai appelé Q, Q en mètre cubeur. Les diffuseurs sont équilibrés avec un débit d'air identique, donc Q1 égale Q2. Donc j'aurais également pu faire en sorte que Q1 soit légèrement supérieur à Q2 pour une meilleure circulation de l'air, au vu du position de la grille de reprise. Mais voilà, je suis parti de ce principe-là, donc voilà, pour vous présenter simplement un schéma clair. Donc tous ces réglages se font en mesurant les débits sur les diffuseurs directement sur les différentes bouches que l'on a à disposition. Alors pourquoi est-ce important de mesurer? Eh bien, si je prends un exemple où on n'a pas réalisé d'équilibrage et où le débit soufflé en fait sur la partie Q2 est beaucoup plus important qu'en Q1, eh ben, l'air ne serait pas brassé, entre guillemets, réparti correctement dans l'ensemble de la pièce. Et on serait potentiellement sujet à de l'inconfort, par exemple, mais surtout, on s'expose à une mauvaise évacuation des polluants dans certaines zones en fait de la pièce. Voilà. Donc, pour bien s'assurer que les polluants soient évacués correctement, j'ai une pièce ici qui est polluée, il est impératif de déterminer le taux de renouvellement d'air qu'une pièce a besoin. Voilà. Ainsi, ça nous permettra de gérer directement les polluants en fait de la pièce, quoi. Donc le taux de renouvellement d'air exprime le nombre de fois en réalité où l'air d'un local est renouvelé par de l'air neuf extérieur chaque heure. Voilà. Pour les plus curieux, la norme, il y a une norme qui existe, la norme 12599, EN 12599 pour la réception qui est faite pour la réception des installations de ventilation et de climatisation, qui elle décrit en fait différentes méthodes de mesure des débits d'air, que ce soit au niveau des bouches d'air, sur les sections droites d'un conduit ou avec des dispositifs de type cône par exemple. Donc il y a pas mal de méthodes de mesure qui sont dites en fait dans cette norme. Donc allez-y. Donc pour en revenir au TRA, donc au taux de renouvellement d'air, il est déterminé par la formule suivante. Donc le débit sur le volume de la pièce en mètres cubes. Voilà, voici quelques exemples du taux de renouvellement d'air recommandé que l'on trouve en fait assez régulièrement. Donc là, c'est un petit extrait que j'ai fait de notre site internet directement où vous trouvez ces informations-là dessus. Donc par exemple ici pour allez, au hasard pour un salon domestique, un taux de renouvellement d'air par heure considéré bas, salon domestique, c'est 3 fois. Donc un salon domestique, il faut renouveler 3 fois l'heure. 3 fois, pardon, le taux de renouvellement d'air. Il faut renouveler l'air 3 fois, je vais y arriver. Donc, avec tout ça, on peut évaluer le confinement de l'air. On a aussi la solution pour mesurer les débits d'air. On peut calculer le taux de renouvellement d'air et donc équilibrer les réseaux. Mais encore faut-il que l'air qui est soufflé dans les pièces soit propre et le plus pur possible. Pardon, j'étais un petit peu vite. Voilà, plus pur possible. Donc pour ça, en fait, on va filtrer. On va utiliser des filtres. Pour ce qui est de l'air neuf, en fait, l'objectif est d'arrêter les particules qui risquent en fait de s'infiltrer dans les bâtiments. Donc au fil de leur utilisation, par contre, les filtres, ça s'encrasse. Bah, plus on l'utilise, plus on vient souffler en fait directement dessus, mais un filtre s'encrasse heu et vient vient ce qu'on appelle se colmater. Alors se colmater, c'est quoi? C'est que sa perte de charge, sa pression en fait va augmenter, et au bout d'un moment, en fait, il faut le, remplacer pour éviter justement la rupture en fait de celui-ci. Là, dans le petit graphique que vous avez là, c'est un exemple en fait au hasard, hein, mais on voit ici au fur et à mesure de son utilisation, la courbe qui représente en fait la pression augmente au fil du temps. Donc pour ça, on va mesurer la perte de charge du filtre, la pression du filtre en amont et en aval. Un filtre doit être remplacé à un certain seuil de pression pour éviter la rupture et la contamination potentielle. Voilà. Et s'assurer du bon fonctionnement d'un filtre, ça nécessite l'utilisation d'instruments de mesure de pression. Donc par exemple, ici, on a à nouveau les petits enregistreurs comme tout à l'heure, qui sont les mêmes, qui fonctionnent avec les mêmes logiciels, mais qui sont dédiés à la pression différentielle, donc pour prendre une pression en amont et en aval du filtre, et également tout ce qui est système de capteur-transmetteur. D'ailleurs, ici, sur les petites images, on revoit le petit manomètre à colonne de liquide historique, en fait, avec quoi Kimo a démarré en 79. Voilà, et la partie électronique, évidemment, comme tout à l'heure, si on veut être averti directement à distance des problèmes que l'on rencontre. Donc, d'autres systèmes, en fait, sont également portables pour une nouvelle fois faire des mesures ponctuelles. Et certains appareils sont équipés même de plusieurs choses, même de sondes de vitesse pour aller faire des mesures de vitesse et de débit directement. Donc, on est tous concernés par rapport à tout ça, par rapport à cette entre guillemets lutte contre le Covid, par rapport aux mesures.
Donc sont concernés les ERP, sont concernés les donc ERP, établissement recevant du public, sont concernés tous les lieux de travail, tous les lieux d'habitation, tous les espaces clos. Voilà, donc surtout faites attention à vous, protégez-vous, c'est important et si vous avez l'occasion, bah, mesurez pour vous assurer justement que vous travaillez en fait et que vous êtes, vous tous, en toute sécurité. Voilà, merci pour tout. J'en ai terminé. Donc ouais, juste, je vous rappelle, le au niveau des éléments, notamment par rapport à la transmission, je me suis basé beaucoup sur le Haut Conseil de la santé publique. Voilà, et certains documents viennent directement de notre site internet, donc de Soermann. Vous pouvez retrouver certains articles d'ailleurs qui sont présents sur notre site, sur notre blog Insight, donc sur aman.com.fr, vous allez retrouver tous nos documents, ainsi que ces éléments. Maintenant, si vous avez des questions, je vais les prendre. Je vais regarder tout de suite si vous en avez. Alors Isabelle me demande: «Est-ce que je peux préciser la fréquence de remplacement des filtres?» Et ben Isabelle, malheureusement, bah, ça dépend du filtre et ça dépend de l'application, en fait, que l'on a. Alors il y a des préconisations qui disent, hem, une surveillance, un contrôle, on va dire tous les 3 mois et un remplacement tous les ans. Mais ça dépend du type de filtre en réalité et de ce qui est fait avec, quoi. Voilà, donc là pour ça, je vous inviterai plutôt à vous rapprocher directement du fabricant de filtres ou de votre prestataire si vous en avez un. Mais voilà, au pire du pire du pire, moi je vous le dirai tous les ans, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Il faut plutôt vous rapprocher en fait du fabricant des filtres. Alors Didier me demande quel est le taux de renouvellement d'air en milieu résidentiel, les appartements. Alors tout à l'heure, en fait, j'avais pris l'exemple en fait d'un salon, ça a été le cas. Le taux de renouvellement d'air, ce que je vous préconise, Didier, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site pour récupérer le document, ou si vous me laissez votre adresse mail, bah, je vais vous l'envoyer, bah, le petit tableau que vous avez vu tout à l'heure en fait en présentation, avec grand plaisir, où c'est indiqué en fait dessus. Voilà. Je regarde si j'ai d'autres questions. Alors j'ai Laurent qui me demande, de la fréquence de mesurage des petits boîtiers qui sont ici, des petits enregistreurs. Bah, elles seront programmables de 1 seconde à 24 heures. Voilà, donc si vous souhaitez faire un point toutes les 15 minutes, par exemple, pour vous assurer que le taux de CO2 est correct dans la pièce, vous pouvez le faire grâce à ça. Laurent, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Eh bien, c'est tout, j'ai pas d'autres questions qui apparaissent. Donc, bah, écoutez, ben, si j'espère que ce moment passé ensemble, bah, vous a plu. Vous avez mes coordonnées qui apparaissent sur la diapo. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me les envoyer directement par mail. Vous avez également mon numéro de téléphone portable si besoin, si vous voulez qu'on en discute directement et c'est toujours un plaisir de vous avoir, mais surtout, faites attention à vous, portez le masque, voilà, prenez pas de risques, hein et éventuellement, faites, bah, mesurer si vous en avez la possibilité. Je vous remercie encore une fois beaucoup pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.